Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Hop. Bon, merci de vous être rendu disponible pour ce webinaire de présentation de la prochaine semaine nationale de la dénutrition. Il est un petit peu plus de 13 heures, donc on va pouvoir commencer. Euh, donc je laisse la main à Madame Traban pour faire l'introduction. Merci, donc Marielle Traban, directrice de l'autonomie à l'Agence régionale de santé Grand Est. Merci d'être présente et présent à ce webinaire. Ça a été dit, consacré à la Semaine nationale de la dénutrition pour cette année 2026. Semaine, vous l'aurez compris, à laquelle s'associe l'ARS Grand Est. C'est un temps fort de mobilisation collective. Il nous faut mieux connaître la dénutrition, renforcer le repérage des situations à risque, mais aussi encourager les actions concrètes de prévention et de prise en charge sur les territoires. On le sait, la dénutrition est un enjeu majeur de santé publique, hein. Plus de 2 millions de personnes en France sont plus ou moins, entre guillemets, touchées, concernées. Et on le sait aussi, souvent sous-estimées, voire trop tardivement repérées. Donc ça peut concerner toute personne âgée, en situation de handicap, maladie chronique, des patients hospitalisés, mais aussi des enfants, des adultes fragilisés ou encore des personnes en situation de précarité. Donc vous voyez un spectre très large. Et la dénutrition, mais les sachants le diront bien mieux que moi, ce n'est pas qu'une question de poids ou d'alimentation, hein. Ça a des conséquences importantes, on le sait, sur la santé, sur l'autonomie, sur la qualité de vie, sur les parcours de soins de façon globale. Et d'ailleurs, l'ARS soutenant le programme ICOP dans un certain nombre de territoires, l'état nutritionnel fait partie des 6 capacités évaluées à travers ce programme visant à mesurer la fragilité, la perte d'autonomie chez les seniors. Donc l'enjeu, il est pleinement à la croisée des priorités d'une ARS, en tout cas de l'ARS Grand Est, hein, prévention, qualité des accompagnements, coordination des acteurs, réduction de la perte d'autonomie, des pertes de chance et surtout soutien aux personnes les plus vulnérables. Nous avons souhaité à travers l'association à ce webinaire quelque chose de simple, entre guillemets, donc partager des connaissances, les essentiels, valoriser les pratiques de terrain et donner à chacun les repères concrets pour agir. Agir, c'est repérer, c'est alerter, c'est orienter, c'est adapter l'alimentation, c'est mobiliser les aidants et c'est travailler en mode parcours, donc de la ville au sanitaire jusqu'au médico-social. Je crois que vous l'aurez compris, hein, la lutte contre la dénutrition repose sur une idée forte, celle de plus elle est repérée tôt et mieux on peut agir, plus on peut agir efficacement. Et c'est pourquoi je crois la mobilisation de tous est essentielle, là encore, pour cet enjeu de santé publique. Donc merci par avance aux différents intervenants, à vous d'être si nombreux à suivre aujourd'hui ce webinaire. Et ces participations montrent que l'engagement de chacun est important, chacun a un rôle à jouer, et c'est bien une responsabilité partagée au plus près des personnes et de leur lieu de vie que nous partageons à travers ce sujet de la dénutrition. Et sans plus attendre, je passe la parole au professeur Jésus, dont je remercie encore la présence. Merci. C'est bon, Alan, on est en plein écran, ouais. Oui, c'est bon. Eh ben super. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors je vois pas ma caméra, donc si je suis pas centré, dites-le moi. Donc moi je suis le professeur Pierre Jésus, je suis responsable de l'unité de nutrition au CHU à Limoges et je suis membre aussi du collectif voilà, de lutte contre la dénutrition. Et on va brosser un petit peu le tableau de la dénutrition. On peut passer à la diapo suivante, Alan. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien voilà, cette problématique, finalement, ça reste assez simple hein, à percevoir. C'est comme le compte bancaire, hein. Votre compte, là, le corps humain, il est en déficit. Donc, il y a moins d'entrées, hein, donc les apports en nutriments, moins d'entrées d'argent qui va se faire. Et de l'autre côté, soit on en dépense plus,
où on les utilise pas bien, et donc il va y avoir une augmentation des besoins en nutriments. Donc il va faire que le compte bancaire du corps humain est en déficit, et donc la personne, elle va altérer son état nutritionnel et perdre du tissu adipeux, de la masse graisseuse, qui est une source d'énergie, et aussi de la masse musculaire et la force musculaire. C'est extrêmement problématique puisque c'est ce qui permet pour nous tous de faire notre fonctionnalité dans la vie de tous les jours. Alors, malheureusement, la dénutrition génère une augmentation des hospitalisations, de la durée d'hospitalisation, aussi augmente le risque de décéder en lien avec les complications associées. Et puis, bien sûr, il va y avoir différentes altérations en lien avec cela, une augmentation de l'asthénie, une diminution des capacités fonctionnelles, capacités intellectuelles aussi, cognitives, une altération de l'immunité avec un risque important d'infection tout autour du périopératoire aussi. Donc, avec ce risque d'infection augmenté et d'autres complications médico-chirurgicales, l'apparition de lésions d'escarpe, par exemple, et de problèmes de cicatrisation. Et donc, tout cela va générer, malheureusement, une augmentation des coûts de santé. On peut passer à la diapo suivante. Alors, depuis 2019 et 2021, il y a des nouvelles qui sont plus si nouvelles que ça, recommandations pour le diagnostic de la dénutrition, qui sont basées à peu près dans les grandes lignes sur les recommandations européennes du GLIM. Donc finalement, quel que soit l'âge, il faut qu'il y ait au moins un critère étiologique. Et ce critère étiologique, il ne change pas quel que soit l'âge. C'est une diminution des apports alimentaires ou une pathologie aiguë, chronique, ou une pathologie maligne, un cancer évolutif. Bien sûr, cancer qui est guéri depuis 10 ans, c'est plus le cancer le problème. Ou un problème de malabsorption sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par exemple, la maladie de Crohn ou autre. Donc ça, ce critère, quel que soit l'âge, il est constant. Il nous faut au moins de ces critères. Et puis, il nous faut de l'autre côté un critère phénotypique avec, vous voyez, chose assez simple et connue depuis longtemps, la notion de la perte de poids, d'où l'importance de la mesure du poids. Sans cela, on ne peut pas avoir ce critère. Donc, plus de 5% de perte de poids en un mois ou plus de 10% en 6 mois ou plus de 10%, et ça simplifie un peu cette notion de 1 mois et 6 mois. Donc, plus de 10% par rapport au poids habituel avant la maladie, c'est un critère de dénutrition. On a besoin d'avoir un seul critère, pas besoin d'avoir tous les critères. Ou un indice de masse corporelle en dessous de 18,5. Vous connaissez, je pense, l'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré. Donc, il nous faut toujours le poids et puis une taille mesurée. Sans ça, on ne pourra pas bien le calculer. Et pour les personnes de plus de 70 ans, le critère est un petit peu différent. Vous voyez, on est plus sévère puisqu'elles sont plus à risque. C'est un indice de masse corporelle en dessous de 22. Puis, il y a des critères qui sont un petit peu plus complexes à avoir, de masse musculaire. Alors, il peut y avoir des choses assez simples en masse musculaire, la dynamométrie, la petite poignée qui permet de mesurer la force musculaire, ou des tests de levée de chaise. Voilà, on fait des flexions sur sa chaise et il y a des seuils par rapport à ça. Donc, ça, c'est pour évaluer la force musculaire. La masse musculaire, ce sera plutôt la composition corporelle, mais qui est assez complexe à avoir. Et puis, la vitesse de marche, qui est une notion de performance fonctionnelle. Et ça, une vitesse de marche sur une distance de 4 mètres, ça fonctionne tout à fait. Il faut que les 4 mètres, on les fasse en moins de 5 secondes. Vous voyez, donc c'est assez simple. Et puis, chez la personne âgée, il faut avoir l'association des deux, la diminution de la masse et de la force musculaire. Ça s'appelle la sarcopénie. On peut passer à la diapo suivante. Alors, on débute finalement par la fin, puisque là, c'est les critères de dénutrition pédiatrique, parce que les enfants en situation de précarité, les enfants hospitalisés, les enfants avec des pathologies, idem aiguës, chroniques, malignes, sont aussi à risque de dénutrition. Donc, vous voyez, en chiffres à peu près, on a un sous-poids à domicile de 4 à 10% chez les enfants, dans 4 à 10% des cas, et une prévalence à l'hôpital qui est de 7 à 20%. Donc, c'est quand même non négligeable. Vous pouvez voir que les critères restent les mêmes sur les critères étiologiques, ça ne change pas. Les critères phénotypiques, la notion de la perte de poids, c'est exactement la même, quel que soit l'âge.
Par contre, après, l'indice de masse corporelle, on est obligé de l'interpréter avec les courbes de corpulence pédiatrique, donc avec une notion de seuil. Ce seuil, ça s'appelle IOTF, donc 18,5. Il faut que voilà, l'enfant il soit en dessous de cette courbe en fonction de l'âge et du sexe. Donc, c'est les courbes qu'on trouve maintenant dans les carnets de santé. Elles ont été mises à jour en 2018. Et un autre critère, là, qui est la stagnation pondérale, donc avec une perte de 2 couloirs, l'enfant ne grossit plus, hein. Et un critère de sévérité, ce sera une altération de la croissance, l'enfant qui ne grandit plus, hein. La notion de la perte de la fonction musculaire, de la force, la vitesse chez les enfants, malheureusement, on n'a pas de seuil à ce niveau-là, donc on n'utilise pas ces critères. Alors, un petit point à ne pas méconnaître, c'est l'association entre surpoids, obésité et la dénutrition. Vous savez, on a une prévalence importante de l'obésité en France, on est autour de 18%, on n'est pas loin de la moitié de la population qui est en excès de poids, mais finalement, l'excès de poids, c'est un excès de masse grasse, hein. Et on peut avoir une maladie, on peut avoir un cancer au niveau de la gorge, hein, qui nous empêche de manger, être en situation d'obésité, quand même perdre du poids à cause de sa maladie. Donc, on peut avoir toujours un excès de graisse et perdre de la masse musculaire, de la fonctionnalité. Et vous pouvez le voir sur l'image, hein, l'image d'IRM. On peut voir entre les deux personnes, il y a de la masse grasse autour, mais la masse musculaire, ce qui est foncé, hein, il est infiltré de graisse, donc le muscle il est moins fonctionnel. Et on peut voir sur le scanner, la coupe où il y a toutes les couleurs, que les muscles profonds, ils sont aussi diminués par rapport à quelqu'un qui pourrait avoir un poids normal. Donc finalement, on peut être en excès de poids, un excès de masse grasse, et quand même dénutri en perdant de la masse musculaire. On peut passer à la diapo suivante. Parfait, merci. Alors en chiffres, voilà, que l'on affiche, et c'est probablement plus, hein, c'est au moins 2 millions de personnes en situation de dénutrition en France. Et puis, vous voyez le petit schéma à côté, c'est quel que soit l'âge. Ça, c'est vraiment important. C'est pas que les personnes âgées vivant en EHPAD ou hospitalisées, peut toucher les enfants, les adolescents, les adultes et puis les personnes âgées. Alors, quelques chiffres. Vous voyez, par rapport au remboursement des compléments nutritionnels oraux, hein, vous savez, les compléments nutritionnels oraux, c'est des produits que l'on va pouvoir mettre dans des situations où la dénutrition reste modérée avec la capacité fonctionnelle en cas d'alimentation qui est maintenue du patient. Donc, on a à peu près 1,3 million d'assurés qui ont été remboursés d'au moins un complément nutritionnel oraux en 2022, qui n'est pas négligeable. Et on peut voir finalement qu'on est autour de 65, entre 65 et 70% des personnes de plus de 65 ans qui ont eu des compléments. Ça, c'est un chiffre important. OK, c'est plus fréquemment délivré, remboursé chez les personnes de plus de 65 ans, mais on peut regarder de l'autre côté aussi. Mais finalement, ce n'est pas négligeable. Il y a quand même aussi l'autre partie, hein, que ce soit des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des adultes non âgés qui ont, hein, eu aussi un remboursement de compléments. Donc, ça touche toute la population. On peut passer à la diapo suivante. Notre petit chiffre sur le repérage de la dénutrition, et là, il y a encore du travail à faire, hein. Donc, un MCO, c'est médecine, chirurgie, obstétrique, c'est les services hospitaliers. Vous pouvez voir, il y a près de 600 000 personnes, donc là, c'était pareil, 2024, donc sur des chiffres de 2022, hein, par rapport à cette enquête. Donc, 600 000 personnes hospitalisées. Ça faisait plus de 758 000 séjours hospitaliers qui ont eu un code de dénutrition au cours de leur séjour. Avec un âge moyen de personnes finalement âgées, hein, on est à 70 ans. Âge médian, hein, qui était à 75 ans, donc finalement ça rentre dans ce contexte. Mais on peut voir, par contre, hein, toujours pareil, la prévalence de la dénutrition. L'impression que c'est un petit peu plus chez les personnes à partir de 65 ans, mais on a quand même, hein, toutes les situations, hein, auparavant, que ce soit les enfants, les jeunes enfants, hein, de moins d'un an, et puis après les enfants, les adolescents, les adultes, où il y a quand même de la dénutrition. Alors en chiffres, par contre, là, qui est quand même plus gênant, c'est qu'on a 9% des patients hospitalisés en médecine chirurgie obstétrique qui ont eu un diagnostic de dénutrition. Et ce chiffre, il est faux, parce que bien sûr,
il y a beaucoup plus de patients dénutris à l'hôpital, hein. Vous pouvez le faire dans vos structures de façon très très simple, hein. Ça dépend bien sûr des secteurs, mais on est au moins minimum à 30% hein, de patients dénutris. Ça augmente plus dans certains secteurs où il y a plus de personnes âgées. Donc clairement, il y a une insuffisance de dépistage et de diagnostic, parce que pour qu'il puisse y avoir le diagnostic derrière, qui sera rattrapé par exemple par les équipes qui codent la dénutrition dans les séjours hospitaliers, ben, il faut qu'il y ait les critères qui soient renseignés, le poids, l'IMC, la perte de poids. Et malheureusement, comme on ne fait pas bien ce repérage, ce dépistage, bah derrière, on a une insuffisance de la prise en charge, hein. On va avoir très régulièrement à l'hôpital la mesure de la tension 3 fois par jour chez des personnes qui n'ont pas de problème de tension, mais pour avoir un poids, c'est beaucoup plus compliqué. Sans ce poids, et c'est vraiment important pour les soignants, c'est ce poids qui nous permet hein, de faire le dépistage, le diagnostic et donc derrière la prise en charge. On peut passer à la diapo suivante. Donc finalement, sur cette étude qui s'appelle Epidénut, qui a été réalisée à la Pitié-Salpêtrière en 2024. Vous pouvez voir, ils ont regardé toujours pareil des séjours de patients hospitalisés en médecine chirurgie obstétrique et puis aussi en SMR, en soins de suite et de réadaptation. Donc 345 adultes hospitalisés, ils ont été tirés au sort et puis ils ont fait une évaluation du statut nutritionnel au lit pour voir vraiment hein, l'état nutritionnel du patient et pas en regardant dans les dossiers. Ils ont trouvé 64% de dénutrition. Donc comme je vous disais, hein, le 9% il est faux. Le minimum de 30%, c'est au moins le minimum, mais on est clairement à beaucoup plus. Avec, chez ces patients, il n'y en avait que 24 qui étaient codés, hein, d'un point de vue, on va dire, code qui permet de valoriser le séjour hospitalier du patient. Donc que 24 qui étaient repérés par le codage, donc c'est-à-dire avec les données qu'on avait dans le dossier médical. Et puis finalement, dans ces 64% de ces patients, il y en avait 59% qui avaient eu un avis diététique. Donc ils avaient dû avoir un avis diététique pour quand même, on suppose, un problème de dénutrition, mais qui n'était pas du tout objectivé dans le dossier. On peut passer à la diapo suivante. Et pour finir, si je ne me trompe pas, ça doit être la dernière diapo. Un petit point quand même qui est extrêmement important, donc vous avez compris, hein, des critères de diagnostic, repérage qui restent simples, hein. La perte de poids, il nous faut le poids du patient et puis son poids d'habitude. L'IMC, c'est simple. Deuxième point, on a fait le repérage, eh ben, on va prendre en charge le patient et c'est quand même le plus important. Et cette étude, qui est une étude suisse, qui a été réalisée par le professeur Philippe Schütz, ils ont fait simple. Ils ont pris des patients qui étaient à risque de dénutrition avec un score, hein, on peut en utiliser d'autres, hein. Et puis, ils les ont voilà, mélangés, randomisés, ce qu'on appelle. Puis d'un côté, ils ont fait patient soins d'eau d'habitude. Voilà. Et de l'autre côté, on propose un suivi diététique individualisé et rapproché. Donc, pas loin de 2100 patients, ce qui est quand même pas mal. Toujours une population plutôt âgée, 72 ans. Il y en avait 18% qui étaient de moins de 65 ans. Et ils ont regardé de l'autre côté l'amélioration des apports énergétiques et des apports protéiques. Donc on peut voir les graphiques donc en fonction du temps. Les bâtonnets, les colonnes rouges, orangées, c'est avec intervention, donc avec le suivi diète. Et les bleus, c'est sans le suivi diète. Ben, on peut voir que le fait d'avoir mis en place tout simplement une intervention, un suivi individualisé au cours de l'hospitalisation diététique, ça améliore voilà, la cible pour les besoins énergétiques et protéiques du patient. Et à un mois, on a quand même ce qui est le plus important. OK, on a amélioré leur cible nutritionnelle, mais de l'autre côté, à un mois, on a moins de complications. Je ne vais pas vous décrire les chiffres à côté, hein, mais on a moins de dépendance, on a une amélioration de la qualité de vie, on a moins de décès. C'est quand même le plus important finalement. Vous voyez, avec quelque chose de simple, on repère les patients, on met une prise en charge facile pendant l'hospitalisation, ne serait-ce que l'évaluation diététique. Ils améliorent leur cible, leurs besoins énergétiques et protéiques, et derrière, on améliore clairement hein, le pronostic du patient avec moins de complications, moins de décès. Donc, retenez bien, voilà, cette étude, elle est vraiment importante d'un point de vue clinique. Donc, je pense que j'ai dû finir ma partie, Alan. Tout à fait. Merci beaucoup au professeur Jésus pour toutes ces
pour ce tableau très précis de ce qu'est la dénutrition, hein. C'est important de bien comprendre de quelle maladie on parle si on veut bien sensibiliser. Je me présente rapidement, donc Alon Fossani, je suis le coordinateur de la Semaine nationale de la dénutrition et je vais vous parler de la mobilisation et surtout des modalités de participation à cette prochaine édition. Alors peut-être qu'il y en a qui sont familiers avec la semaine, auquel cas ça sera un petit peu de l'ardite par rapport à l'année dernière, mais pour ceux qui n'ont pas encore participé à la semaine, je vais vous détailler donc l'ensemble des temps forts qui auront lieu pendant la semaine et puis aussi comment vous pouvez participer, enregistrer et faire labelliser les actions que vous souhaiteriez mener à l'occasion de la semaine de la dénutrition. Alors, déjà pour vous faire un retour sur la semaine de la dénutrition 2025, je voudrais vous donner quelques chiffres un peu saillants, puisque l'année 2025, ça a été un peu l'année de tous les records pour la semaine de la dénutrition. On a à peu près 3200 organisations qui sont enregistrées sur la plateforme de labellisation et qui ont ainsi déposé 3700 projets d'action, ce qui représente au total plus de 20 000 actions menées en France métropolitaine et en France ultramarine et qui ont touché, on estime, à peu près plus d'1 million de personnes. Alors pourquoi on parle de projet et d'action? Eh bien en fait, j'en parlerai un peu plus tard, mais la plateforme fonctionne de telle façon que vous allez pouvoir déposer des projets dans lesquels vous allez venir choisir le nombre d'actions que vous souhaitez mener. Si par exemple pendant la semaine vous faites une action de sensibilisation par jour, ça va compter comme 7 actions et un projet. Mais je reviendrai dessus un peu plus en détail plus tard. Au total, le collectif a envoyé plus de 2000 kits de communication, qui sont en fait du matériel, qui est en fait du matériel de sensibilisation, des flyers thématiques à distribuer, par exemple, ce qui correspond à plus d'1,5 million de flyers distribués pendant la semaine. Donc, ces chiffres-là sont les plus hauts depuis la création de la Semaine nationale de la dénutrition en 2020. Donc, on en est absolument ravis et puis on espère pouvoir encore dépasser ces seuils en 2026. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est la Semaine nationale de la dénutrition? Eh ben en fait, c'est une semaine d'action dans toute la France, avec les acteurs du médico-social et du sanitaire bien entendu, mais aussi avec de nombreux autres secteurs pour lutter contre la dénutrition. Donc l'idée de la semaine, c'est vraiment de générer une sorte de mobilisation hein, à tous les échelons auprès de toutes les organisations, acteurs et services qui voudraient s'engager pour faire du bruit, pour vraiment mettre un coup de projecteur sur la maladie et pour qu'elle soit repérée et qu'elle soit prise en charge à la hauteur de sa prévalence, puisque on l'a vu, hein, il y a au moins 2 millions de personnes qui sont atteintes de dénutrition en France. Alors cette année, la semaine de la dénutrition, elle prend place du 16 au 22 novembre. Et donc, je disais, elle a lieu dans toute la France, France métropolitaine et bien entendu France ultramarine. On a plusieurs soutiens. Enfin voilà, c'est la semaine, c'est le collectif hein, a été mandaté par le ministère de la Santé pour mener et organiser cette semaine. Donc on a beaucoup d'acteurs institutionnels qui nous soutiennent, hein, donc le ministère et puis les directions générales de la santé et de l'offre de soins. On a également les soutiens de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance retraite et de la CNSA. Et puis la dénutrition hein, est mentionnée massivement cette année dans le PNNS 5. Ces occurrences étaient un petit peu timides dans le PNNS 4, mais là, voilà, cette année, on sent que ça commence à prendre, on sent que ça essaime auprès des pouvoirs publics. Donc, on en est très satisfait. Alors, je vous ai parlé de la plateforme d'inscription et de dépôt des actions et de commande des kits de communication. Eh bien, pour vous y rendre, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche dans le rectangle jaune, luttecontreladénutrition.fr. Je vais vous le remettre dans le chat après, mais ça va vous permettre d'accéder directement à la plateforme. Alors concrètement, qui participe à la Semaine nationale de la dénutrition? Eh ben en fait, c'est assez difficile de faire une typologie parce qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs, mais on a essayé quand même de les classer en grandes catégories. L'année dernière, on a eu beaucoup d'entreprises du secteur de la restauration collective qui se sont mobilisées. Il y a aussi des associations, bien entendu, des professionnels du premier recours. Hein, donc là, on parle surtout des médecins généralistes, des officines de pharmacie, des réseaux de CPTS, etc.
Et puis, on a bien entendu massivement, hein, ce sont les deux secteurs qui soutiennent vraiment la semaine, les établissements de santé, les hôpitaux, les cliniques, et puis surtout les établissements médico-sociaux, avec les EHPAD et dans une moindre mesure les résidences autonomie. Mais on a aussi vu ces dernières années de nouveaux acteurs émerger, de nouveaux acteurs participer. Je pense par exemple aux maisons de sport santé, je pense par exemple au CRT notamment. On en a eu pas mal l'année passée. Donc voilà, c'est vraiment très large ça s'adresse en fait à tous ceux et celles qui veulent prendre part à la lutte contre la dénutrition. Et en termes d'action, qu'est-ce que vous pouvez mener? Qu'est-ce qui est mené pendant la semaine? Alors déjà, un message que je voudrais faire passer, c'est que vous n'avez pas à vous censurer ou vous n'avez pas à penser que parce que vous disposez de peu de ressources, vous ne pouvez rien faire pendant la semaine de la dénutrition. Vraiment, la typologie des actions et les possibilités d'action, elles sont multiples et elles vont de la simple campagne de communication sur les réseaux sociaux à l'affichage dans les couloirs ou à la montée d'un stand et à la distribution de flyers à la formation à des échelons locaux ou départementaux, voire régionaux. Ça peut être aussi des actions de dépistage avec un hand-grip, par exemple. Ça peut être des actions de prévention, de sensibilisation, de communication, ou ça peut être aussi être des actions pendant les repas. L'année dernière, on a eu on a eu de très belles actions qui ont été menées pendant des déjeuners dans des résidences seniors, dans des EHPAD. Il y a eu des ateliers culinaires aussi qui ont été menés, qui sont pas mal parce qu'ils permettent aussi de faire participer les résidents. Enfin, voilà, il y a vraiment une multitude d'actions qui peuvent être réalisées. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce qui a été fait l'année dernière, je vous invite à vous rendre sur le site du collectif et à aller vérifier et à aller regarder dans la carte de France les différentes actions qui ont été menées pour éventuellement vous en inspirer. Pourquoi s'engager dans la semaine de la dénutrition? Eh ben, pour combattre une maladie, je le redis, hein, mais qui touche plus de 2 millions de personnes en France, pour se mobiliser aux côtés d'un vaste réseau de plusieurs milliers d'acteurs, qui ne fait que croître d'année en année, pour se former sur un sujet qui peut toucher toutes les tranches de la population, on l'a vu, de l'enfant à la personne âgée en perte d'autonomie, et puis aussi pour participer à la prise de conscience du grand public autour des enjeux de la dénutrition. La dénutrition, ça fait partie de la famille des maladies nutritionnelles, au même titre que le diabète ou que l'obésité. Et pourtant, on a encore tendance à penser que la dénutrition, c'est une maladie qui est loin ou qui n'existe pas. Ou quand on parle de dénutrition, voilà, ça nous paraît loin, ça nous semble même pas être une maladie européenne, alors que si, hein, ça existe. Et c'est aussi l'occasion de tordre le cou aux idées reçues, notamment le fait qu'il soit normal de maigrir en vieillissant ou le fait qu'il soit normal d'être malade, de maigrir lorsqu'on est malade. Et ben non, ça ne l'est pas. Et c'est typiquement ces messages-là qu'on souhaite faire passer. Alors, pendant la semaine, au-delà de la mobilisation citoyenne que je vous ai un peu présentée, il y a aussi une multitude d'opérations thématiques qui sont prévues, qui sont à l'initiative du collectif, pour sensibiliser sur les sujets de la lutte contre la dénutrition. On a d'une part l'opération Cuisine ouverte. L'opération Cuisine ouverte, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui vise à mettre en avant le secteur de la restauration collective, le travail aussi des cuisines pour enrichir les plats, pour lutter contre la dénutrition, puisque bien entendu le repas fait partie des leviers majeurs pour accompagner et puis pour prévenir et traiter la dénutrition. Alors, l'opération Cuisine ouverte, elle se décline en deux formats. Vous avez l'opération en elle-même et vous avez le concours de cuisine ouverte. L'opération cuisine ouverte, elle vous permet simplement d'obtenir la labellisation en déclarant que votre action est menée dans le cadre de l'opération cuisine ouverte. Donc nous, après, on la comptabilise et on la valorise, etc. L'année dernière, on a eu 900 établissements qui ont déclaré prendre part à l'opération pendant la semaine. Concrètement, ce qu'on va vous proposer, ce sont deux économas, un économa sucré et un économa salé, duquel vous allez pouvoir vous inspirer pour créer votre propre recette, et puis votre propre recette enrichie de préférence, et vous allez ensuite pouvoir la reposter sur les réseaux sociaux, éventuellement nous l'envoyer, etc.
Et pour ceux et celles qui souhaitent aller encore plus loin, vous pouvez non seulement réaliser une recette, mais vous pouvez également nous envoyer une fiche technique qu'on vous fera parvenir, sur laquelle on communiquera et qui sera disponible sur le site du collectif. Et cette fiche technique-là, vous pourrez nous la renvoyer complétée et ça fera office de participation donc, au concours cuisine ouverte. Donc là, ça va un peu plus loin, hein, puisque les candidatures qui sont reçues, photos et fiches techniques, sont étudiées par un jury et les prix sont remis aux trois meilleurs participants, concours sucré et concours salé, donc ça fait 6 prix au total. Et ensuite, ces participants se voient remettre en main propre des prix lors du congrès journée et vieillissement, lors du congrès vieillissement et maintien de l'autonomie qui se tient à Tours chaque année en début mai, fin avril de chaque année. Et puis l'autre opération, c'est une opération qu'on mène de concours avec Ciel Bleu depuis que la semaine existe, une opération qui s'appelle Petit pas grande victoire tous unis contre la dénutrition et qui met en avant en fait l'activité physique adaptée pour lutter contre la dénutrition. Donc il y a des milliers de séances d'activité physique adaptée qui sont organisées par Ciel Bleu à l'occasion de la semaine et qui sont spécifiquement dédiées et axées sur la prévention de la dénutrition. En plus de ça, on a aussi un vaste programme de webinaires thématiques avec de très bons professionnels, avec les meilleurs professionnels de ces sujets sur chaque enjeu. L'année dernière, on a parlé de dénutrition et santé mentale, on a parlé d'alimentation et de fin de vie, de troubles de la déglutition avec la Fédération nationale des orthophonistes, d'enjeux éthiques, etc., etc., etc. Pour vous inscrire à ces webinaires, vous pourrez le faire directement depuis le LinkedIn du collectif ou depuis la newsletter si vous êtes abonné. On va ouvrir les inscriptions pour les webinaires 2026, je pense courant septembre 2025, fin septembre 2026, pardon, fin septembre 2026. Voilà, on a aussi lancé l'année dernière un label pour les EHPAD et les résidences autonomie, hein, le label établissement gourmand, qui permet aux établissements répondant à un cahier des charges assez exigeant, qui s'articule autour de 4 axes, que sont la restauration, la nutrition, la maîtrise des arts culinaires et la qualité des produits, de décerner un label qui, en fait, a pour vocation de réconcilier la gastronomie et la cuisine, la restauration collective. Donc voilà, c'est un cahier des charges hein, qui, s'il est respecté, déclenche la visite d'un chef sur place, sur l'établissement, qui attribuera oui ou non, qui permettra d'attribuer oui ou non le label établissement gros. Voilà pour la présentation générale de la semaine et de ses enjeux. Au niveau de l'utilisation de la plateforme de commande et de labellisation, je vais vous détailler en fait les étapes et ce que vous pouvez faire pour vous inscrire et puis pour commander vos kits. Alors déjà, la plateforme de labellisation et de commande, on l'a largement consolidée l'année dernière, puisque en fait, elle est très importante pour nous. Elle nous permet vraiment de mesurer la mobilisation et les métriques en fait qui sont liées à la Semaine nationale de la dénutrition. Donc cette plateforme, vous en avez quelques captures d'écran qui sont sur la diapositive. C'est une plateforme sur laquelle vous allez, si vous n'êtes pas déjà inscrit l'année dernière, vous allez rentrer le numéro SIRET de votre établissement et ça sera votre identifiant pour revenir sur la plateforme après. Et une fois que vous êtes inscrit, en saisissant votre numéro SIRET et quelques informations de participation, eh bien, vous allez arriver sur une page où vous allez pouvoir déposer vos actions, demander la labellisation de vos actions. Et ensuite, une fois cette demande déposée, vous pourrez commander vos kits de communication. Donc, j'insiste bien sur le fait qu'il est obligatoire de déposer une action pour commander un kit de communication, évidemment. Ça nous permet, parce que nous aussi, on a cette obligation-là auprès du ministère. Alors, le principe de la plateforme, c'est qu'une fois que vous êtes enregistré en tant que participant, vous pouvez revenir à tout moment pour modifier votre action et vos commandes. Les outils qui sont disponibles à la commande en 2026 sont assez nombreux. On a les flyers thématiques que je vais vous présenter après, je vais tout vous présenter après. Le flyer d'autodépistage Parade, les flyers accompagnant la prescription et la délivrance des compléments nutritionnels oraux, le carnet de suivi de poids pour le secteur de l'oncologie, une affiche destinée au secteur de la restauration collective, des badges officiels de la semaine de la dénutrition et c'est le nouveau-né 2026, le flyer d'aide au dépistage des troubles du comportement alimentaire que nous avons conçu avec le soutien de la Fédération française anorexie et boulimie. N'oubliez pas également qu'il y a une date butoir pour déposer ces actions et pour commander les kits de communication.
La plateforme, elle a ouverte vendredi dernier. Donc là, vous êtes parmi les premiers à avoir l'info. Donc n'hésitez pas à aller la consulter juste après ce webinaire si vous en avez le temps. Vous avez possibilité de commander vos kits de communication jusqu'au 25 septembre. C'est un vendredi, dernier vendredi de septembre. À compter de cette date-là, on devra fermer les commandes. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'on a un délai d'impression et de routage après, hein, qui est équivalent, si ce n'est un peu supérieur à un mois. Et pour que vous puissiez recevoir votre matériel de sensibilisation, vos flyers, etc., avant la semaine de la dénutrition, il faut qu'on ait ce délai. Donc, notez-le bien, il faut commander avant le 25 septembre. Alors, donc, si je reviens un petit peu sur la procédure d'inscription, je vous le disais tout à l'heure, vous rendez sur la plateforme, vous saisissez votre numéro SIRET, vous complétez les étapes demandées. Donc, on va vous demander si c'est votre première participation à la semaine, on va vous demander également vos adresses mail. Donc, tout ça, vous complétez. Et une fois que c'est fait, eh ben, vous gardez ce numéro SIRET que vous pouvez retrouver très facilement en tapant le mot SIRET dans un moteur de recherche. Et puis, vous pourrez revenir dessus. Si par exemple vous n'avez pas encore d'idée de votre action, mais vous souhaitez déjà vous inscrire à la semaine, eh ben c'est possible. Inscrivez-vous avec votre numéro de SIRET et revenez sur votre compte un peu plus tard. Pareil, votre action, elle peut ne pas être aboutie. Ben, vous pouvez déjà en saisir des débuts de modalités et puis revenir plus tard pour en demander son dépôt. Alors, comment labelliser votre action? Eh ben, en fait, une fois que vous êtes enregistré, que vous êtes inscrit en tant que participant avec votre numéro SIRET, vous allez tout simplement cliquer sur Nouvelle action et saisissez les détails de cette action. Puis, une fois que votre action, une fois que vous avez saisi les détails, vous enregistrez votre action et vous allez recevoir un mail de confirmation à l'adresse saisie qui vous confirmera la bonne prise en compte de celle-ci. Et une fois votre action labellisée, vous recevrez un mail de confirmation et vous aurez alors la possibilité d'utiliser le logo officiel de la Semaine nationale de la dénutrition et votre action apparaîtra sur la carte de France de l'ensemble des actions menées pendant la semaine. Alors, on a quand même donc, je le disais plutôt, hein, tous les types d'actions sont les bienvenus. Néanmoins, on a quand même une limite qui est posée par le ministère de la Santé, c'est qu'aucune action ne peut être d'ordre commercial. On ne peut pas faire une action pour promouvoir un produit, un service ou quoi que ce soit qui soit payant. Ça contreviendrait complètement au cahier des charges posé par le ministère. Pour les actions, vous avez la possibilité de les déposer jusqu'au vendredi 20 novembre, c'est-à-dire le dernier jour de la semaine de la dénutrition. Il y a encore samedi et dimanche, mais voilà, on parle en jour ouvré. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, les actions, on peut les valider à n'importe quel moment. Donc, voilà, vous avez la possibilité de les déposer jusqu'au 20 novembre. Et sachez que si vous ne réalisez pas une action pile poil pendant la semaine de la dénutrition, c'est pas grave, vous pouvez la faire labelliser quand même. Si elle parle de nutrition et qu'elle a lieu en octobre, on la labellisera quand même sans aucun souci. Une fois que vous avez enregistré votre action, que vous l'avez déposée, vous pouvez passer à l'espace de commande des kits. Et en fait, cet espace-là, il va vous permettre de sélectionner, dans ce qui s'apparente un peu à une boutique, l'ensemble des kits que vous souhaitez recevoir. Une fois que vous avez personnalisé votre commande, vous l'enregistrez. Il faut bien penser à donner un maximum de détails pour faciliter la livraison, puisque on parle, hein, de très gros colis à chaque fois, et puis on parle souvent d'établissements qui sont massifs. Donc, il faut absolument donner le plus de détails possible, le service, éventuellement l'endroit où le camion doit acheminer les colis. Enfin voilà, bien penser à donner le plus de détails possible sur la livraison pour que les colis arrivent à bon port. Et puis, une fois votre commande enregistrée, vous recevrez un mail de confirmation. Et donc, je le répète, vous pouvez commander vos kits de communication jusqu'au 25 septembre. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez comme outils qui sont disponibles à la commande? Eh bien, alors, classiquement, vous avez les trois flyers qui se déclinent en format grand public, soignant et acteur du domicile, qui sont vraiment des flyers de vulgarisation et de sensibilisation à ce qu'est la dénutrition. Vous y retrouverez une partie explicative sur la dénutrition, quels sont les symptômes à repérer, quels sont les signaux qui peuvent mettre la puce à l'oreille, et puis aussi et surtout comment prendre en charge des personnes qui sont dénutries. Donc à chaque fois, ces conseils et ces propos sont adaptés selon que vous soyez quelqu'un qui soit issu du grand public, selon que ce soit des soignants ou selon que vous soyez un acteur du domicile.
Vous recevrez aussi, vous aurez la possibilité de recevoir le flyer en FALC, facile à lire et à comprendre. C'est la traduction stricto sensu du flyer grand public, mais en FALC, c'est-à-dire avec beaucoup de pictogrammes pour détailler précisément ce qui a été dit. Le FALC, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour les personnes qui ne parlent pas euh, correctement français, pour toute raison que ce soit, eh bien, c'est beaucoup plus pratique d'avoir quelque chose qui soit aussi visuel que le FALC. Vous recevrez aussi le flyer Parade, le flyer d'autodiagnostic Parade, qui vous permet en fait, qui permet à des personnes qui le souhaitent de s'auto-évaluer grâce à un questionnaire de 4 questions. Et c'est le résultat de ce questionnaire, hein, qui est formalisé par de petits pictogrammes, qui va permettre d'évaluer le risque nutritionnel encouru par une personne. Alors l'intérêt du Parade, c'est que si vous avez 0, eh bien, vous êtes sûr que vous avez aucun risque de dénutrition. Si par contre il y a plus de 4 étoiles, il y a un rond rouge ou 2 ronds carrés, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'il y a un potentiel risque de nutrition et ça incite à aller consulter. Ce flyer, il est assez intéressant puisqu'il peut être distribué très facilement, posé sur une table en salle d'attente. Enfin, on vous encourage vraiment à en commander le plus possible. Un autre outil, hein, qui a été développé en 2024, si je ne m'abuse, c'est le carnet de suivi de poids qui s'adresse surtout au secteur de l'oncologie. Et l'objectif du carnet de suivi de poids, c'est de donner un outil simple aux professionnels et aux patients pour mesurer l'évolution du poids dans le temps des personnes qui suivent un traitement anticancéreux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes atteintes de cancer et qui suivent des chimiothérapies ou des radiothérapies, elles sont particulièrement exposées au risque de dénutrition, hein. C'est quasiment une personne sur deux qui suit ce genre de traitement qui est dénutri. Ça représente quand même un enjeu très concret, puisque la toxicité de la chimio est déterminée en fonction du poids de la personne, et donc plus ce poids se réduit, moins la toxicité de la chimio est importante, et donc ça peut avoir des effets délétères sur le traitement des tumeurs. Vous avez aussi l'affiche de la restauration collective, qui là, du coup, se destine plutôt au secteur de la restauration collective. Cette affiche, c'est une affiche A3 et elle s'adresse et elle a pour objectif, en fait, de dispenser aux professionnels des conseils simples pour faire du repas un soin à part entière. Donc, comment on fait pour rendre un menu attractif? Comment on fait pour adapter les couverts, être attentif aux bonnes dispositions? Et puis après, qu'est-ce qu'on fait aussi de ce repas? Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut évaluer en termes de collaboration des équipes, etc. Donc c'est une affiche qui a été fortement plébiscitée, qui peut être utilisée en set de table si vous le souhaitez, mais qui peut aussi être accrochée dans les cuisines collectives. Et puis vous avez également les badges officiels de la semaine nationale qui sont destinés aux professionnels et au grand public. L'année dernière, le collectif a aussi développé des fiches d'aide à la prescription des compléments nutritionnels oraux à destination des médecins et des pharmaciens et qui sont toutes deux accompagnées d'un guide, d'une fiche d'aide aux patients. Et ces fiches-là, elles faisaient réponse à un constat très simple qui est que la prescription des CNO, elle n'est pas toujours correctement maîtrisée. Il y a parfois un décalage entre ce qui est dit par le médecin et ce qui est donné par le pharmacien. Et donc là, l'idée, c'est d'harmoniser un peu et de reposer les généralités et les bases et le contexte de la prescription de compléments nutritionnels oraux. Donc c'est pour ça qu'il y a des temporalités qui sont conseillées. C'est aussi pour ça que il y a des équivalences entre produits et apports protéino-énergétiques. Et je vous en parlais un peu plus tôt, le nouveau-né de l'année 2026, le flyer de dépistage, d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires, des TCA. Euh, Là, l'idée, c'est plutôt un flyer qui s'adresse exclusivement aux professionnels de santé. Et l'idée de ce flyer, c'est de dire que toutes les spécialités de la santé sont concernées, car les personnes qui sont atteintes de TCA consultent énormément de nombreux professionnels. Et que en fait ces troubles de comportement alimentaire peuvent entraîner une dénutrition, une perte musculaire intense. Euh, et, euh, et voilà, donc il y a un vrai enjeu à repérer les troubles du comportement alimentaire pour ensuite éventuellement anticiper une dénutrition. Et vous avez donc sous forme de schéma très très parlant, hein, les signes cliniques pouvant alerter en cas de troubles des conduites alimentaires, les professionnels ressources et la question du repérage, le double continuum des pathologies. Enfin voilà, n'hésitez pas, on va très bientôt le mettre sur le site du collectif.
Voilà, alors rapidement, hein, en 2025, ce qui est le plus parti, ce sont les flyers parades, les flyers aidants aide à domicile, et puis les flyers soignants. Et vous voyez que affiches et restauration collective, les flyers CNO, ça a eu un petit peu de mal à décoller l'année dernière, mais on compte bien que ça soit le cas cette année. euh, cette année. Alors après, au niveau des outils complémentaires, puisque le collectif a aussi développé toute une gamme d'outils qui sont des outils numériques, qui sont des outils en ligne et donc qu'on peut commander. Et notamment, je pense aux guides d'action qui permettent de donner des conseils pour la mise en place et l'application et la pérennisation de certaines bonnes pratiques pour veiller et pour repérer à la dénutrition. Donc ces guides d'action-là, hein, ils concernent tous les secteurs, les autonomie, l'hôpital, les EHPAD, les personnes en situation de handicap, les proches aidants, la restauration collective, etc., etc. Et ils sont vraiment très pédagogiques. Donc, je vous invite à aller les consulter également sur le site du collectif. On a aussi développé, grâce à la CNAV en 2024, une campagne de communication online à destination des aides à domicile, où toute l'idée était de mettre en lumière les indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille chez une personne aidante quant au risque de nutrition encouru par une personne. Donc, vous voyez, vous avez le contenu du frigo, le temps passé au lit, la montée des escaliers, etc. On a aussi développé en 2024 une vidéo en motion design de Paul, Paul étant un retraité fictif, hein, qui est mise en scène dans des situations du quotidien et qui ensuite est remis en scène dans ces mêmes situations, mais tout en étant dénutri. Et donc on voit très concrètement ce que ça veut dire au quotidien d'être dénutri, quels sont les bons réflexes à adopter, quelles sont voilà les différentes phases par lesquelles passe une personne dénutrie. Donc vidéo que vous pouvez utiliser, diffuser massivement et qui est également disponible sur le site du collectif. Je vous parlais donc de toutes ces ressources. Eh bien, vous voyez, vous avez l'Académie de la lutte contre la dénutrition, qui en fait est une plateforme de ressources accessibles pour s'informer sur la dénutrition et trouver tous les outils opérationnels. Donc, c'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir choisir qui vous êtes, ce que vous recherchez et les différentes thématiques. Sachez que cette académie, elle a vocation à être refaite puisque le collectif va changer de site très prochainement, dans les prochains mois. Et donc, elle sera toujours accessible, mais elle sera encore plus et mieux accessible. Alors, je reviens peut-être un tout petit peu sur les temps forts de la semaine 2025 pour vous montrer à quoi ça ressemblait en termes de webinaires, hein. Vous voyez, on avait plusieurs webinaires chaque jour, 3, 4, et puis les différents temps forts, le concours de cuisine, des reportages, des lancements de projets associatifs, des lancements et des conférences sur l'ouvrage Le goût de l'âge, et puis bien entendu la présentation de la semaine de la nutrition et la signature des chartes au ministère de la Santé. Voilà, vous avez quelques photos du concours des apprentis à l'Institut culinaire de Paris, qui est en fait le duplicata de l'opération cuisine ouverte, mais physiquement. Donc, il y a plusieurs binômes hein, qui viennent s'affronter et qui concourent autour des mêmes recettes que celles qui ont été données pour le concours cuisine ouverte. Donc voilà, vous avez quelques photos de réalisation. Le thème de l'année dernière, bon, vous l'aurez compris, hein, c'était les choux, un chou sucré et les choux salés. Donc, on s'est absolument régalé. Voilà, si vous souhaitez nous suivre et nous contacter, eh bien, je vous conseille vivement de suivre notre page LinkedIn. C'est de cette page hein, que beaucoup de choses partent et on est également très actif sur la newsletter du collectif, www.luttecontrenutrition.fr. Vous pouvez retrouver la barre d'inscription. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous tenir au courant et avoir plus d'informations sur ce que fait le collectif. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Alors, n'hésitez pas, soit vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses, soit vous pouvez directement les poser dans l'onglet conversation et on s'en fera un plaisir d'y répondre. Alors, pourriez-vous nous donner un exemple concret d'action? Oui, eh ben, écoutez, je vais vous donner un exemple, je vais vous en donner deux, un assez classique et un autre un peu plus insolite. Il y a par exemple la possibilité de monter un stand dans le hall d'un établissement et puis de distribuer des flyers aux personnes qui passent et donc de sensibiliser à des nutritions avec un petit discours de quelques minutes en choisissant bien entendu la documentation, le matériel que vous distribuez.
Et je vais vous donner un autre exemple d'action un peu plus originale. Il y a un établissement, il me semble que c'était un EHPAD qui avait réalisé il y a de ça 2 ans une exposition photo sur la dénutrition. Donc en fait, ils avaient pris en photo des résidents dans leur vie quotidienne en train de manger, et puis ils les avaient affichés, et puis autour de ça, ils avaient fait un speech de sensibilisation à la dénutrition. Voilà, vous avez vraiment plein de types d'actions. Il y a aussi dans les hôpitaux des jeux qui existent, le jeu D plus loin nutrition, qui est une sorte de jeu de loi un petit peu où vous pouvez jouer de façon ludique et sensibiliser de manière ludique à la dénutrition. Alors, est-ce que les webinaires de l'année dernière sont disponibles en rediffusion? Oui, tout à fait. Vous pouvez les retrouver sur l'Académie de lutte contre la dénutrition et vous pouvez également les retrouver sur la chaîne YouTube du collectif. Ils sont tous disponibles et vous avez vraiment la possibilité de les revisionner complètement. Le concours Cuisine ouverte peut-il se mettre en place dans un établissement de santé pédiatrique? Eh bien, si vous pouvez, oui, tout à fait. Après, voilà, il faut trouver la bonne formule, mais non, il n'y a pas de contre-indication particulière à étendre le concours cuisine ouverte. Il est traditionnellement plus adapté aux EHPAD et aux résidences autonomie parce qu'on aime bien aussi demander une participation aux résidents et aux résidentes. Et voilà, mais bon, s'il y a de la restauration collective, il y a pas de, il y a pas de raison que vous ne puissiez pas l'adapter. Je vais vous mettre dans le chat l'ensemble des informations dont je vous ai parlé. Alors, je vous mets dans le chat le site du collectif. Je vais vous mettre également le lien vers la plateforme de commande et de labellisation des actions. En question, Alan, il y avait est-ce qu'il y a toujours l'atelier Chambre des erreurs sur le site? Oui, oui, l'atelier. Ah oui, pardon, j'avais pas vu cette question. Oui, tout à fait, hein, l'atelier Chambre des erreurs est disponible. Vous pouvez le retrouver sur le site. Et est-ce qu'il y a eu des EHPAD là, qui ont eu le label établissement gourmand pour l'instant ou pas encore? Alors, encore, on est en phase de sélection des chefs qui vont venir visiter les établissements qui ont été présélectionnés enfin les finalistes en fait, qui ont été sélectionnés pour l'obtention du label. Je vous mets également dans le chat les ressources publiques du collectif. En fait, ce sont tout le matériel de sensibilisation, les flyers, les guides d'action au format numérique. Et il y a aussi des visuels de communication si vous souhaitez communiquer sur la dénutrition à travers vos réseaux. Donc ça, ce sont des ressources qui sont accessibles à tout le monde et que vous pouvez télécharger et diffuser sans modération. Et je vous mets enfin la carte des actions menées en 2025 où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des actions enregistrées. Alors, les chiffres que je vous ai donnés en termes de participation, ce sont ceux qui ont été déclarés sur la plateforme. En réalité, je pense que c'est un peu plus. Il y a forcément des actions qui sont passées sous le radar. Donc voilà, si vous faites quelque chose, pensez bien à le déclarer, à le déposer sur la plateforme. Est-ce que ce webinaire, il sera aussi sur le site? Oui, tout à fait. On va le mettre sur le site du collectif et puis vous allez recevoir également le replay du webinaire sur vos boîtes mail, celles avec lesquelles vous avez réalisé l'inscription à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à le diffuser, vous avez raison, hein, pour sensibiliser les équipes, mener une action, vous avez vu, hein, c'est très très large, hein, ça peut être de l'information, des flyers,
des jeux autour de la dénutrition, type jeu de loi. J'ai des collègues qui font des escape games autour de la Mm. dénutrition. Ça peut être des stands. N'hésitez pas à voir aussi avec vos mairies hein, pour voilà, des stands en ville ou une petite conf. Voilà, ça mobilise toujours. Et puis petit à petit, en sensibilisant, on se rend compte que finalement, ça permet d'avancer. Puis la preuve, vous êtes présent. Donc, vous voulez mettre en place des choses pour lutter contre ce fléau qu'est la dénutrition. Merci beaucoup. Eh ben, merci pour votre participation et merci d'être resté jusqu'au bout. On attend encore 3 minutes avant de couper le webinaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Ouais. Merci à tous, merci à toutes. Alors, j'ai une question Ouais, pour vous, Pierre, pour la j'ai vu. dénutrition. Ah, très bien. Merci. Alors, au niveau sanguin, il n'y a rien du tout. Voilà, pour faire simple. La dénutrition, c'est un diagnostic clinique. Vous voyez, les pédiatres, ils font même plus simple que les adultes. Hein. Pour les pédiatres, il n'y a aucun critère biologique, que ce soit pour la dénutrition modérée ou sévère. En fait, l'albumine, c'est un critère de sévérité. On sait que l'albumine, dans de très nombreuses maladies, cancer, tout ce qui est insuffisance cardiaque ou autre, hein, c'est un facteur associé aux complications et à la mortalité. Donc, c'est un facteur de risque. Donc, si un patient est dénutri sur les critères que vous avez pu avoir initialement et qu'il a une albumine basse, donc ça ne marche que pour les adultes et les personnes âgées, donc en dessous de 30 grammes par litre, on pourra dire qu'il est dénutri sévèrement. Mais si vous avez juste une albumine basse, sans perte de poids, sans IMC diminué, ni quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses qui peuvent altérer l'albumine, surtout l'inflammation. Donc, chassez de votre tête, voilà, l'albumine comme critère de dénutrition, c'est un critère de sévérité. Mais voilà, peser, mesurer les patients, on n'a pas besoin de les mesurer tout le temps, mais de les peser, d'avoir un vrai poids, c'est extrêmement important. Comme vous prendrez en charge un diabétique ou un hypertendu sur des vrais chiffres de glycémie et de tension artérielle. Donc, on fait simple, on garde la clinique et la biologie, c'est accessoire. Je sais que ça rentre dans les... Parce qu'il y a peut-être la personne qui pose cette question est peut-être en EHPAD avec toutes les coupes pathos et en lien avec les financements où il y a l'albumine dedans. Malheureusement, vous pouvez continuer à le faire par rapport à cet aspect financement des structures, mais voilà, ce n'est pas un critère de diagnostic, c'est un critère de sévérité. On est bon? Eh bien, oui. Ce webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été aussi, aussi nombreux et de vous être connectés.
Comme on vous le disait, vous pouvez retrouver l'ensemble. Vous pouvez retrouver l'ensemble. Pardon, je vais arriver à faire ma phrase. Vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sur le site du collectif et vous le recevrez tous individuellement par mail. Merci Ah, beaucoup. on a une dernière petite question, allez, j'y réponds. Ah, Sur le mini MNA, le MNA forme réduite, le mini Nutritional Assessment, c'est un outil de dépistage, c'est pas un outil de diagnostic, donc c'est plus dans les recos. Donc pour faire simple, gardez toujours pareil les mêmes critères et si vous voulez faire du dépistage, du repérage, utilisez le CEFI, le VA des ingestats entre 0 et 10. C'est un bon outil. Vous avez aussi Parade, qui est un outil intéressant avec des questions très très simples pour faire du repérage de la dénutrition. Mais le MNA, voilà, ou mini MNA, ça demande toujours un petit peu plus d'investissement. Partons au plus simple, on manque de temps, donc des outils faciles à utiliser. Voilà, bon, ben merci beaucoup. Et puis, merci. bon courage pour les actions dans votre région. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.